Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, ça va changer un petit peu. Donc, je vais essayer de commenter avec une certaine énergie qui est en moi. Aujourd'hui, nous allons voir les murs de soutènement, mais avec la méthode de Coulomb. Alors, nous allons commencer par exposer la méthode de Coulomb. Ensuite, faire un parallèle entre la méthode de Coulomb et la méthode de Rankine. Et à la fin, appliquer cette méthode pour une application simple. Alors, les paramètres qu'on va désigner ou bien déterminer à partir de la méthode de Coulomb, c'est tout d'abord lambda, c'est l'inclinaison de l'écran par rapport à la verticale. Ensuite, le bêta, c'est l'inclinaison de la surface libre par rapport à l'horizontale. Alors, ces deux paramètres peuvent être positifs ou négatifs. Donc, cette schématisation sur la figure montre des paramètres ou bien le cas de ces paramètres lorsqu'ils sont positifs. Donc là, nous avons la surface vers le haut et le bêta, il est positif. Par contre, lorsqu'on a une surface vers le bas, le bêta est négatif. De même pour l'écran, ici l'écran il est sortant vers le massif. Donc là, le lambda il est positif. Mais si vous avez un écran rentrant, d'accord, nous allons prendre un lambda négatif. Bien. Donc ça, c'est les deux paramètres. Ensuite, vous avez un autre paramètre, c'est le delta. Le delta représente le frottement entre le sol et l'écran. Alors, c'est un frottement qu'on va estimer, mais il sera en fonction de quoi? De l'état de surface de l'écran et de l'angle de frottement du sol phi. Donc là, on va définir trois états. On peut avoir un écran lisse. Dans ce cas-là, le frottement il est nul. Mais dans la pratique, on n'a pas intérêt à avoir des écrans lisses. Au contraire, nous avons intérêt à avoir des écrans rugueux. Et là, on dit parfaitement rugueux. Le delta, dans ce cas-là, il est à son maximum. Il est égal à phi. Remarque, le delta ne peut jamais dépasser phi. Mais on n'est pas sûr dans la pratique de concevoir un mur parfaitement rugueux, sauf dans des cas particuliers. Sinon, on prend un écran moyennement rugueux, et là, le delta, il sera égal à 2/3 de phi et non phi sur 2. Ce paramètre est positif dans le cas de la poussée. Nous allons voir plus tard quelques cas où le delta est négatif. Bien sûr, on arrive au quatrième paramètre, c'est le phi. Le phi, c'est l'angle de frottement interne du sol. Ce paramètre, il est positif. On n'a jamais vu un sol ayant un angle de frottement négatif. Alors, la loi de Coulomb tient compte de ces quatre paramètres. Par contre, la méthode de Rankine ne tient compte que de deux paramètres, à savoir phi et bêta. Donc, la méthode de Rankine ne s'applique que pour lambda égale 0, c'est-à-dire un écran vertical, et delta égale 0, c'est-à-dire un écran lisse, ou bien si on veut ne pas tenir compte du frottement entre le sol et l'écran, c'est-à-dire qu'on le néglige. La méthode de Rankine donc s'applique pour n'importe quel cas. Par contre, la méthode de Rankine ne s'applique que pour le cas d'écran vertical et lisse. Alors, Coulomb nous propose cette formule pour calculer le Ka gamma. Donc, Ka gamma égale cosinus carré phi moins lambda sur cosinus lambda plus delta. Un deuxième facteur, bien un deuxième terme, c'est 1 sur 1 plus racine carrée de sinus phi plus delta, sinus phi moins bêta, sur cosinus lambda plus delta, cosinus bêta moins lambda, mais faites attention, le dénominateur, il est au carré. Pour la diapo suivante, nous allons voir quelles sont les relations de KAQ et KAC. Alors, pour KAQ, c'est Ka gamma sur cosinus bêta moins lambda, et KAC, c'est 1 moins KAQ sur tangente phi. Maintenant, une fois qu'on a calculé ces trois paramètres, nous allons écrire l'équation générale de la contrainte. Donc, sigma A égale Ka gamma que multiplie gamma Z plus KAQ par Q moins KAC par C. Alors, j'ai mis un petit A ici. Alors, ça veut dire que la contrainte ici, dans le cas de la poussée, le sol, il est dans un état qu'on appelle un état actif. Nous allons voir par la suite un sigma P où le sol sera dans un état passif. Alors, pour la méthode de Rankine, lorsqu'on a bêta égale lambda égale delta égale 0, la formule de Ka gamma sera égale à tout ça
donc la formule, mais je remplace lambda, delta et bêta par 0, ce qui me donne cosinus carré 1 plus sinus phi. Et là, ça donne exactement tangente carré pi sur 4 moins phi sur 2. Maintenant, le KAQ, le voilà. Mais comme bêta et lambda sont nuls, KAQ égale KA gamma, égale tangente carré pi sur 4 moins phi sur 2. Et le KAC, le voilà. Le KAC, c'est 1 moins tangente carré pi sur 4 moins phi sur 2 sur tangente phi. Et ça donne 2 fois tangente pi sur 4 moins phi sur 2. Donc la formule de Rankine peut s'écrire sous cette forme. Sigma A égale KA gamma, gamma Z plus Q, moins 2 racine de KA gamma que multiplie C. Quelques remarques. Donc le KA gamma, puisqu'il est égal à tangente carré pi sur 4 moins phi sur 2, il est toujours supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 1. De même KAQ, il est toujours supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1. Mais pour le KAC, il est supérieur à 0, mais inférieur ou égal à 2. Voyons voir la diapo suivante. Là, je vous propose un exercice tout simple. Il s'agit d'un mur de hauteur 6 mètres, ayant un écran incliné de 15 degrés, une surface inclinée de 20 degrés, les caractéristiques du sol. On dispose sur le mur une surcharge de 10 kPa et nous avons quelques données concernant le mur. Le mur est en béton et on prend gamma du béton égale 23 kN par mètre cube. Qu'est-ce qu'on vous demande à propos de cet exercice? On voudrait déterminer la poussée exercée par le sol sur le mur et vérifier sa stabilité au glissement et au renversement. Donc là, juste une indication, prendre un écran et une fondation de rugosité moyenne. D'accord? Bien, pour la diapo suivante, nous allons commencer la solution. D'accord? Et là, on va utiliser forcément la méthode de Coulomb. Pourquoi? Parce que nous avons un écran incliné et on nous propose de prendre un frottement. Donc la première chose à faire, c'est d'écrire l'expression de sigma A. D'accord? Sigma A égale KA gamma, gamma Z plus KAQ par Q. Et faites attention, il y a un moins KAC par C. Alors, maintenant j'écris la formule de Coulomb dans laquelle je vais remplacer les 4 paramètres, à savoir phi égale 30 degrés, lambda égale 15 degrés, bêta égale 20 degrés et delta, je prends 2 tiers de phi, c'est-à-dire 2 tiers de 30, ça me donne 20 degrés. Après calcul, je trouve KA gamma égale 0,578, KAQ c'est 0,58 et KAC c'est 0,727. Donc, vous faites le calcul chez vous et vous allez voir que vous allez trouver de manière très simple et facile ces valeurs. On arrive maintenant à la contrainte sigma A, donc je vais faire une application numérique. 0,578 par 20, c'est le gamma Z, plus 0,58 par 10, Q égale 10, moins 0,727 par 20. Le résultat, c'est 11,56 par Z, moins 8,74. C'est l'équation d'une droite. Donc, on a l'habitude, lorsqu'on a l'équation d'une droite, on calcule 2 points pour pouvoir dessiner cette droite. Alors, les 2 points, c'est les extrémités. Donc, pour cela, je prends Z égale 0, ça me donne sigma A égale moins 8,74. Et la deuxième valeur, faites attention, il y a quelque chose de nouveau ici. Donc, le Z, c'est 6 sur cosinus lambda. Pourquoi? Parce que le Z ici, ce n'est pas le déplacement vertical, c'est le déplacement suivant l'écran. Donc, si je remets la diapo de tout à l'heure, donc le Z ici, c'est ce déplacement. Donc cette valeur, c'est 0, mais cette valeur, c'est la distance, et la distance, je la calcule en fonction de 6 mètres, ça fait 6 sur cosinus lambda. Donc, ça nous donne Z égale 6,21 et sigma A égale 63 kN par mètre carré. Bon, exceptionnellement, lorsque vous avez une valeur négative et une valeur positive, il y a lieu de déterminer
le point, donc le Z, pour la contrainte nulle, puisque la contrainte va passer d'une valeur négative vers une valeur positive, donc forcément qu'elle va passer par 0. Donc là, il suffit de prendre ça égal à 0 et on a Z égale 8,74 sur 11,56, ça nous donne 0,756 mètres. D'accord? Là, je le répète, la variable Z représente le déplacement le long d'écran et non le déplacement vertical. Pour la diapo suivante, nous allons dessiner le diagramme correspondant. Donc, voici le diagramme, moins 8,74 et 63. Voici un exemple de dessin d'un diagramme sur un écran incliné. Qu'est-ce que vous faites? Vous dessinez des perpendiculaires seulement. Donc, je dessine une première perpendiculaire ici, une autre ici, et je joins les deux par une droite. Cette cote, on l'a calculée, c'est 0,756. Cette cote, on va la déterminer par déduction. Donc, je prends 6,21 moins 0,756 et ça donne 5,45. Alors, là, on remarque que nous avons deux diagrammes, un diagramme négatif et un diagramme positif. Maintenant, la poussée, c'est l'aire des diagrammes, mais l'aire du diagramme positif seulement. Donc, on néglige l'aire du diagramme négatif. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a un diagramme positif, on va dire que le sol exerce une poussée sur le mur. Mais lorsqu'on a un diagramme négatif, on ne va pas dire que le mur pousse le sol, ça n'a pas de sens. On va dire que le sol n'exerce pas de poussée sur le mur, il est capable d'être stable par lui-même. Il n'a pas besoin de mur de soutènement. Donc on néglige la partie négative et on garde la partie positive pour laquelle on va prendre la poussée qui est la résultante de l'air. Donc P, c'est 1/2, un triangle, 63 par 5,45 et ça donne 171,7 kN par mètre linéaire. Donc voici comment on calcule la poussée et comment on dessine un diagramme sur un plan incliné. Pour la diapo suivante, nous allons compléter la figure en rajoutant un repère. Donc le repère OXY. Alors, le OX, c'est la partie horizontale sous la fondation. OY, c'est l'axe vertical, mais passant par le point O. Que représente le point O? Le point O représente l'extrémité inférieure, l'extrémité inférieure du mur. Et là, ce point, c'est le point de rotation s'il y a rotation, c'est-à-dire un peu d'imagination. Si le mur a tendance à tourner, il va tourner à partir de ce point. Donc, nous allons maintenant décomposer la poussée en une composante horizontale et une composante verticale. Donc, nous aurons Px, Py. De même, nous allons déterminer le X et le Y. Nous allons voir ça sur la diapo suivante. Donc, voici le calcul. Px égale P cosinus lambda plus delta. Pourquoi lambda plus delta? Parce que le P fait un angle delta par rapport à la normale à l'écran et un angle lambda par rapport à l'horizontale. Donc, le total, c'est lambda plus delta. Voici le résultat. Donc, P cosinus lambda plus delta, lambda égale 15 et delta égale 20, ça nous donne 140,5. Le Y, c'est quoi? C'est 5,45, donc la distance qui nous reste de Z, à multiplier par cosinus lambda, c'est-à-dire cosinus 15, pour retrouver la distance verticale. Et comme nous avons un triangle, il se trouve à 1/3. Donc 5,45 cosinus 15 sur 3 égale à 1,75. Maintenant, la composante verticale, c'est P sinus lambda plus delta, et je trouve 98,5. Et le X, alors là, il y a une astuce pour déterminer le X. On va prendre la totalité de la largeur de la fondation et on va lui retrancher cette valeur. Donc la totalité, c'est 2 plus 2 plus 1,6 moins. Alors, c'est pareil que tout à l'heure. Je vais prendre 5,45 sinus 15, la distance horizontale,
et je prends un tiers, et ça me donne 5,13. Bien, donc nous avons déterminé les poussées, leurs points d'application X et Y. Nous allons voir maintenant en quoi consiste la vérification de la stabilité d'un mur. Donc il y a deux stabilités à vérifier. Donc nous allons vérifier la stabilité du mur pour qu'il ne se déplace pas, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas. Le déplacement, c'est un déplacement horizontal. On définit ça par une vérification au glissement. Et une deuxième stabilité, c'est un retournement par rapport au point E, O. Et on définit ça par un renversement. Alors là, vous pouvez prendre un exemple tout simple. Vous prenez une chaise, vous essayez de la pousser avec votre main. Si votre main elle est assez haute par rapport à la chaise va se retourner. OK? Mais elle va se retourner par rapport aux deux pieds externes. Maintenant, si vous abaissez votre main, là, elle va essayer de se déplacer. Donc, elle va glisser. Donc, tout dépend de la valeur de la force de glissement ou bien du moment de renversement. Donc là, pour analyse, nous allons analyser, dans le cas du glissement, des forces qui tendent à pousser le mur, et on les définit par des forces motrices, et des forces qui empêchent le mur de se déplacer, et on les définit par des forces résistantes. À la fin, on définit un coefficient de sécurité qui est le rapport entre les forces résistantes et les forces motrices. On définit ça par un coefficient de sécurité au glissement. On dira que le mur est stable au glissement si ce coefficient est supérieur ou égal à 1,5. Pour le renversement, il s'agit de moments qui font renverser le mur. Ce sont des moments renversants et des moments qui vont empêcher le mur de se renverser, et ça va être des moments stabilisants. Là aussi, nous allons définir un coefficient de sécurité au renversement qui est la somme des moments résistants sur la somme des moments moteurs. Sur la diapo suivante, on va commencer à faire le calcul. Dans notre cas, nous avons Px, c'est la force horizontale qui va essayer de pousser le mur. Donc Px, ça va être la force motrice. Maintenant, quelles sont les forces qui vont empêcher le mur de se déplacer? Là, ça va être un petit peu compliqué. Pourquoi? Parce que les forces verticales vont créer des forces de frottement au niveau de la fondation, et ces forces de frottement qui vont empêcher le mur de glisser. Donc, on va dire les forces résistantes qui sont de type force de frottement, c'est les forces verticales. Mais parmi ces forces verticales, nous avons la composante verticale de la poussée, mais nous avons également le poids. Tangente delta prime, qu'est-ce que c'est que delta prime? Delta prime, c'est le frottement entre le sol et l'écran, mais cette fois-ci à la base, au niveau de la fondation. Plus un deuxième terme de la forme AB. Alors, W, c'est le poids du mur. PV, c'est la composante verticale de la poussée. On l'a déjà calculé. C'est PY, c'est la même chose. Et delta prime, c'est le frottement entre le sol et la fondation à la base. Nous avons trois cas de fondation. Alors, lorsqu'on a une fondation lisse, delta prime égale 0. Mais dans la pratique, on n'a pas intérêt à avoir une fondation lisse. Fondation rugueuse, très rugueuse, on dit parfaitement rugueuse, et delta prime égale phi. Phi étant l'angle de frottement interne du sol, mais faites attention, le frottement interne du sol qui supporte la fondation. Donc on change ici de zone. Dans la pratique, les fondations ne sont ni lisses ni rugueuses, donc on estime un frottement moyen égal à 2 tiers de phi. Dans notre cas, nous allons faire pareil, nous allons prendre un delta prime égale 2 tiers de phi, mais là nous avons le même sol partout, donc phi égale 30 degrés et delta prime égale 20 degrés. Alors maintenant, le AB. Le A est défini comme étant l'adhérence. Elle est de même nature que la cohésion. C'est pratiquement la même chose que la cohésion, et on est estimé en fonction de la cohésion. Par exemple, si je prends un frottement de 2 tiers de phi, je peux estimer une adhérence de 2 tiers de C. Mais pour être du côté de la sécurité, parce que c'est très difficile de déterminer cette adhérence, qu'est-ce qu'on fait? On la néglige, et on se trouve du côté de la sécurité. Alors,
on la néglige, mais il y a un cas où on ne peut pas la négliger. Ça va être la seule force qui va empêcher le mur de glisser. Cette adhérence, sauf pour les argiles molles à court terme. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, le phi à court terme d'une argile molle est nul. Et si on annule un deuxième terme, il n'y a aucune force qui va stabiliser le mur. B, c'est la largeur totale de la fondation. On va calculer maintenant le poids du mur. Okay? On en a besoin pour le rajouter comme force verticale, mais pour cela, on va le décomposer en rectangle et triangle, comme indiqué sur la diapo suivante. Donc voici la décomposition. J'ai divisé le mur en 3 sections. Une première section W1 triangulaire, une deuxième section W2 rectangulaire et une troisième section W3 triangulaire. Donc à la fin, on obtient 2 triangles W1 et W3 et un rectangle W2. On va calculer la masse volume, on va calculer le poids W1, W2, W3 et les X, X1, X2, X3 par rapport au repère qu'on s'est fixé au départ. Donc voici les résultats. W1 c'est 138 kN par mètre linéaire, X1 égale à 1,33. W2 c'est 276 kN par mètre linéaire et X2 égale 3 mètres. W3 égale 110,4, XW3 égale 4,53. Ok? Maintenant, dans la diapo suivante, nous allons faire les calculs. Alors, nous avons dit que la force motrice, c'est Px égale 140,5 et la force résistante, ça va être W1 plus W2 plus W3 plus PY, le tout tangente delta prime. Donc, 138 plus 276 plus 110,4, ça c'est le poids du mur, plus 98,5 et le tout tangente 20, ça me donne 226,7 kN par mètre linéaire. Le coefficient de sécurité au glissement, c'est le rapport entre FR et FM, c'est-à-dire FG égale 226,7 sur 140,5 égale 1,61 et c'est supérieur à 1,5. La conclusion c'est quoi? Le mur est stable au glissement. D'accord? Maintenant, une deuxième vérification, à savoir le renversement. Et là, il s'agit d'une rotation du mur par rapport au point E. Et là, nous allons calculer deux moments. Un moment renversant et un moment stabilisant. Voici la diapo de calcul. Donc, le moment renversant, bien, le moment moteur, c'est Px par Y. OK? Et ça va nous donner 140,5 par 1,75, c'est 245,9. Alors, l'unité, c'est kN/mètre par mètre linéaire. Le moment stabilisant, c'est W1x1 plus W2x2 plus W3x3 plus PYX. OK? Ça me donne cette application numérique et j'obtiens 2017. Le coefficient de sécurité au renversement, là, il y a une petite erreur, normalement c'est FR, que je vais corriger par la suite, mais je ne peux pas la corriger tout de suite. C'est le rapport entre les deux, et ça me donne 8,2 comparé à 1,5, c'est supérieur. Alors, le mur est stable au renversement, et on va dire même qu'il est très stable. Ok? On se contente de 1,5, et là, on se retrouve avec 8,2. En conclusion, on dit que le mur est stable. Pourquoi? Parce qu'il est stable vis-à-vis du glissement et vis-à-vis du renversement. Alors, si une des vérifications ne passe pas, le mur, il est instable. C'est comme l'histoire de la chaise, ou bien qu'elle va tomber, ou bien qu'elle va glisser. Alors, une remarque ici, pour que les choses soient claires. Au départ, j'avais une surcharge qui arrive jusqu'au mur. Donc, j'ai pris la surcharge qui repose sur le sol, mais je n'ai pas pris la surcharge qui repose sur le mur. Pourquoi? Tout d'abord, c'est une surcharge d'exploitation. Lorsqu'on dit une surcharge d'exploitation, ça signifie que dans le temps et dans l'espace, elle est variable. C'est-à-dire, aujourd'hui, je peux avoir une surcharge d'exploitation sur le sol et pas sur le mur. Demain, j'aurai le contraire, une surcharge sur le mur
et pas sur le sol. Et le lendemain sur la totalité. Et après le lendemain, c'est férié, donc il n'y aura pas de surcharge, etc. Donc, nous allons prendre le cas le plus défavorable. Comment analyser et trouver le cas le plus défavorable? Donc, là, nous allons diviser l'effet de la charge en deux. Il y a la charge qui va jouer le rôle d'une action, donc elle va augmenter tout ce qui est action, et l'autre qui va jouer le rôle d'une réaction, elle va augmenter tout ce qui est réaction. Donc parmi cette charge, la charge qui repose sur le mur, elle va augmenter le poids, donc elle va augmenter les frottements qui sont des forces de réaction. Par contre, la charge qui repose sur le sol, elle va augmenter la poussée, et la poussée c'est une action. Donc si je veux prendre le cas le plus défavorable, je dois augmenter au maximum tout ce qui est action et diminuer au maximum tout ce qui est réaction. Donc dans ce cas-là, je prends la charge au niveau de l'action, mais je dois éviter de prendre cette charge au niveau de la réaction, c'est-à-dire au niveau du mur. C'est pour ça que je n'ai pas pris cette charge au niveau du mur. Bien, j'arrive à la fin de l'exercice et de cette vidéo, mais je vais rajouter quelques mots. Alors, je tiens à féliciter certains qui ont été mes étudiants et qui m'ont fait un bon commentaire, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent les efforts que j'ai fournis pour leur inculquer ce que j'ai comme savoir. J'espère que les autres vont suivre cette démarche pour me donner plus de courage et me pousser à faire beaucoup plus de vidéos. Sinon, il faudrait m'aider, il faudrait m'encourager en s'abonnant à ma chaîne, en rajoutant ou bien en augmentant le nombre de j'aime. Comme ça, je vais avoir beaucoup plus de courage pour continuer sur cette voie. Mais quel que soit le résultat, je vais continuer sur cette voie. Parce que j'estime qu'il y a des gens qui s'intéressent, même s'ils ne sont pas au départ nombreux, et c'est pour eux que je vais continuer. Pour les mauvais commentaires, je ne tiens pas compte. Pourquoi? Parce que j'ai enseigné 31 ans, et à chaque fois, dans une classe, il y a des bons, il y a des mauvais. J'ai toujours travaillé avec les bons, et pour les mauvais, c'est eux qui ont tort, c'est pas moi. Sur ce, je termine. Je vous remercie, et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.